très différent de cela. Il n'est pas rare de voir le narrateur de la trilogie allemande interrompre sa chronique de la Seconde Guerre mondiale pour stigmatiser ce qu'il considère être les tares de la société française de l'immédiate après-guerre. Le monde 60 est trop j'en foutre, c'est la première citation. Nicotinisé, alcoolique, aéroporté, blablaveux, pour qu'on ne trouve pas tout naturel qu'il n'existe plus. Ce type de formule aux accents crépusculaires, souvent commentée pour les prophéties de fin du monde dont elle découle, réactive un substrat idéologique ancien pour lui donner une dimension critique nouvelle. Et de la 4e République, et du mouvement de modernisation dans lequel s'engage la France au sortir de la guerre, la trilogie dit qu'elle est d'abord marquée par l'entrée du pays dans l'ère du consommateur. Alors c'est à cela que je vais m'intéresser spécifiquement aujourd'hui, en faisant court parce qu'il l'heure est avancée dans la matinée, et en prenant tout de même, ne m'en veuillez pas si je prends quelques raccourcis pour aller un peu plus vite. La seule précaution que je prendrais, c'est de dire tout simplement que la prise en considération de cette dimension critique ne vaut pas, l'idée n'est pas de vous faire découvrir un nouveau Céline, ou de le réhabiliter ou de le condamner. Mon parti pris est littéraire. Il consiste tout simplement à se demander comment se pose cette question de la dimension critique des textes par rapport à la société de consommation dans les formes mêmes de ces 3 romans. Comment apprécier la créativité de cette exégèse de la société de consommation en France. Eh bien, cela suppose de faire l'examen des déplacements et des dérives discursives, des personnifications, des scénographies, des erreurs volontaires d'aiguillage lexical que fait le texte, face à ce nouveau chenal des satisfactions, aussitôt qu'elles franchissent l'espace du seuil littéraire. À la fin des années 50, début des années 60, la France se modernise, se pare de matières plastiques multicolores, rêve de résidences secondaires et de destinations exotiques. Ce sont les années prises uniques, les années Club Med, qui voient s'installer le premier centre commercial Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963, et s'ouvrir le drugstore publiciste sur les Champs-Élysées. Les débuts de ce que Jean Fourastier dénommera les années 30 font déjà l'objet d'analyses critiques qui portent essentiellement sur la société de consommation. Henri Lefebvre le fait dans Critique de la vie quotidienne dès 1947. David Reisman, dont le livre va être publié en 64 sous le titre Une foule solitaire, fait quelque chose de comparable. On pourrait retrouver cela dans la revue Esprit, ou plus tard chez Jean Baudrillard dans le livre bien connu La société de consommation. La littérature n'est pas en reste, puisque dès 59, Elsa Triolet publie Rose à crédit. Christiane Rochefort publie Les petits enfants du siècle en 61, Les choses de Pérec en 65 et Les belles images de Simone de Beauvoir en 66. Tous ces livres-là font une large représentation et représentation critique de la société de consommation. La trilogie allemande, elle, redonne voix aux alertes sur les dégâts du progrès, aux controverses et aux conflits que provoquent les préceptes de Fourastier. Ce texte évoque la pollution des rivières et ses conséquences sur la qualité de l'eau. Ils font une place à la défense des milieux et des paysages contre les autoroutes et l'aménagement urbain, ou aux problèmes déjà posés par la malnutrition. Il commente le caractère insensé et violent de l'urbanité, l'architecture des grands ensembles, et tant d'autres aspects de cet élan modernisateur. Donc je ne développe pas cela, mais je le mentionne simplement pour dire que c'est beaucoup plus large que la société de consommation. Pour les besoins de la démonstration, aujourd'hui, je me limite à celle-ci, et en disant tout de suite que la trilogie allemande raconte comment le sublimé d'une existence tient désormais dans la cigarette, la consommation d'alcool, le téléphone, le beefsteak ou le petit écran, que le texte appelle constamment la télévise. Ce texte dresse de véritables listes à la Prévert qui intègrent les congés payés, les voyages, la déesse et d'autres obscurs objets du désir capitaliste. La mise en œuvre célinienne du langage fait un recours abondant au lexique béat du plaisir et aux impératifs catégoriques d'une nouvelle morale de la jouissance qui, dans la conjoncture des années 50, fabrique le consommateur. Le panégyrique des slogans publicitaires, les récits de vie dorée, les personnifications des figures épanouies
s'entrelacent ironiquement au tableau d'une humanité qui cherche à tout prix à se divertir. Alors cette grande encyclopédie du royaume de la consommation est passée au tamis de différents discours anciens et de formes satiriques datées qui dramatisent l'organisation totale de la quotidienneté autour d'un bonheur défini par la seule possession matérielle. C'est ce qu'évoque très bien Christine Ross dans Rouler plus vite, laver plus blanc, ou Claire Lemonnery dans Le temps des objets. Les textes de Céline personnifient cette société de consommation dans une figure qu'il appelle Jean Foutre. Le personnage de Jean Foutre est loin d'être un simple sybarite égaré dans la vulgarité, homme de son temps. C'est un véritable démocrate du standing qui vénère par-dessus tout le prestige social et les signes extérieurs de la réussite, lesquels font tant défaut au narrateur médecin qu'il vient consulter. Céline met largement en scène sa propre pratique médicale dans ses 3 romans et s'exprime comme cela. Je vais moi-même aux commissions. Voilà qui vous discrédite. Je vais aussi porter les ordures, moi-même, la poubelle jusqu'à la route. Vous pensez, comment je serais pris au sérieux? La vitesse, celle de l'automobile ou de l'avion, est le credo de ce personnage de Jean Foutre. Elle donne la mesure de l'importance sociale que lui octroie l'élimination impatiente de tout temps mort et l'universelle mise à disposition de la planète comme marchandise touristique. Je ne veux pas vous bluffer que je suis le bouleversant voyageur, le Madon des sleepings, maintenant qu'aller-retour Le Cap est un petit impromptu du week-end. New York, par la stratosphère, plus ennuyeux que Robinson. Alors Madon, c'est le fameux aviateur, et Robinson n'est pas le personnage de Tournier, mais la ville en banlieue parisienne. Personnifié dans la figure de Jean Foutre, le déclinisme célinien acquiert une discursivité protéiforme qui stigmatise aussi bien la société de consommation que la société des loisirs ou les discours publicitaires d'une économie capitaliste du désir. La réalité de ces textes montre à quel point Jean Foutre est un objet de délire verbal qui excède largement les discours déclinistes et hygiénistes que le narrateur cherche à lui opposer. Les objets de désir que convoite le personnage forment des suites lexicales sémantiquement unies en un tout qui balise une existence vouée, et je cite, à la télévision, les vacances, l'apéritif, plus la voiture, les assurances, etc. S'y confondent les biens de consommation, les arts de la table et les vices en tout genre pour dessiner un mode de vie de noceurs. Apéro, quel choix, sucrés et amers, l'optimisme total, haha, un coup de foie gras, une cigarette, 2 flûtes de môme, vous me direz des nouvelles, le relais chez soi. La démesure de l'écriture célinienne fait concurrence à l'abondance consumériste dans des hyperboles scatologiques, les plus gros fiasses, les plus forbides, les plus puissants caca. L'écriture abuse des superlatifs, les plus pires priapiques gibbons. Les gibbons, c'est un singe d'Asie. Et les graines, les adverbes à valeur de superlatif absolu, et marquant la totalité, tout débile, idiot, blablabla, boutonneux, tout nave. Elle multiplie les métaphores extravagantes et abonde en énumération cumulative ou en détournement d'expressions tirées de réclames publicitaires et hop, en voiture, une autre gargote, un autre caviar. Les discours sur la décadence de la cour que le texte emprunte aux moralistes du XVIIe siècle sont ainsi hystérisés de façon à parodier les réclames commerciales du moment. De cette grande fête de la consommation, 3 objets de vénération se distinguent car ils renvoient à un même motif du sang, de la force taurine, du caractère sanguin. Les 2 premiers d'entre eux figurent dans tous les décors de la vie alimentaire et sont des biens patriotiques aussi nationalisés que socialisés. Le vin, ce pilier de la sociabilité française épinglé par Roland Barthes comme l'une des mythologies du monde moderne, boisson totem sans laquelle on ne peut faire sans être tenu de s'expliquer, engage tout un acte collectif contraignant de croyance. Il est médicalisé dans la trilogie et prend les dimensions d'un fléau sanitaire directement associé à l'alcoolisme clinique des adeptes du gros rouge et autres amateurs d'agressifs cocktails, dont les maladies ne trouvent qu'un seul remède, un apéro, ils s'envolent. Le beefsteak, dont la démocratisation bat son plein dans les années 50,
participe à la même mythologie sanguine qui élève la force taurine au rang de raison d'être. Son caractère hémophile, généralement associé à la vigueur et à l'appétit, est associé à la mort, qu'il s'y roule bien dans les beefsteaks, qu'il fasse ce qu'il faut, qu'il se fasse éclater à la sauce toutes les sauces. Jean Foutre donne ainsi un visage bien français à la culture dite de masse et à ce qu'on appelait à l'époque très souvent l'américanisation des mœurs, en l'incarnant sous la forme d'une identité nationale à minima, selon le narrateur, être français, ça consiste tout simplement à faire bombance et à tenir l'alcool. Le troisième objet d'idolâtrie de cette religion de la consommation n'est autre que l'automobile, véritable objet de culte de l'imaginaire de la consommation de l'après-guerre, dont la Procélinienne montre qu'elle est un de ces objets valeurs en fonction duquel se définit le standing social. Dans le prologue d'un château l'autre, l'automobile, marchandise reine de l'époque, donne lieu à un passage qui, étendu sur 2 pages, met en scène un accident, pierre angulaire des moments d'intrigue ou des crises majeures dans les films et les fictions d'après-guerre. Alors, je vais ne lire qu'un passage, que les premières lignes de la citation numéro 13. Les autos, elles arrêtent pas. Là, vous pouvez voir la folie, la trombe vers Versailles. Cette charge des autos, semaine, dimanche, comme si l'essence était pour rien. Auto à 1, 3, 6 personnes, goinfrés pensus, rien à foutre. Où qu'ils vont tous, peintrés, baffré, pire parbleu, plus déjeuner d'affaires, ouer, voyouage. Alors avec la catastrophe en suspens qu'imaginait déjà Maura Credy prend ici les formes d'un carambolage de la fiction elle-même qui met en orbite les indicateurs d'une anxiété culturelle profonde, celle que suscite le mouvement rapide de modernisation que conduit l'État dans les années 50. Cette inquiétude s'enracine dans des éléments propres à une culture de l'automobile dont le texte déforme et détourne les slogans marketing, la plus vie que ça donne, les lieux balises, le relais, comme chez Houellebecq, revêt une importance historique, et également ces itinéraires obligés, comme celui de l'autoroute des vacances évoqué par mon compatriote Julio Cortázar dans une nouvelle, L'autoroute du Sud, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique également. Ce qu'invente l'œuvre est alors une mythologie funèbre de la voiture. L'automobile y est par excellence la manifestation d'une volonté de puissance qui cache un désir d'en finir, mécanique d'une pulsion de mort que le texte anime d'une scénographie mythique de l'accident de voiture. Le sacrifice spectaculaire de tôle, de mécanique, d'existence humaine que représente l'accident est une sorte de gigantesque happening, le plus beau de la société de consommation, celui où l'anéantissement rituel de matière et de vie devient la preuve de sa surabondance. Dans la destruction seule, les possessions sont là par excès et témoignent dans leur immense disparition de la richesse. Alors, il me semble que pour avoir une idée claire, si on voulait trouver un équivalent cinématographique de ce passage, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le fameux plan séquence de Week-end de Godard, où vous voyez le couple du film en voiture traverser un immense carambolage. Et ce n'est pas pour rien que le carambolage est représenté sur une route de campagne. Il me semble que sur cette route de campagne, ce que représente Godard, tout comme le représente ce passage, c'est comment la société française d'après-guerre a besoin de ce récit d'émancipation par la consommation pour oublier la Seconde Guerre mondiale et le passé immédiat. Cette route de campagne, c'est celle de l'exode, du grand exode qui a suivi la défaite de 40. Il est plus que temps de conclure. Alors, Céline est-il situationniste? Certainement pas, mais l'observation critique de la vie quotidienne dans la société de consommation que fait la trilogie allemande inspire des parallèles inattendus avec le regard porté par les situationnistes ou par le premier roman de Georges Perec sur les choses. Sa manière de pister dans l'actualité, dans les films, les vedettes, les modes ou les spectacles du moment, les signes de l'amnésie collective, rappelle la sémiologie des mythologies de Barthes, tandis que son tableau critique de la technologie trouve, à la même époque, des formulations intellectuelles dans la revue Esprit. Le mode de présence dans la cité que manifestent ces textes élabore, depuis la sphère imaginaire,
non seulement une vision critique de la société de consommation, mais une histoire critique du début des Trente Glorieuses, qui contredit plus largement le récit de réunification nationale, de rétablissement de l'ordre républicain et de retour à la paix, afin d'affirmer son impossibilité. Dans les commentaires sur le quotidien de l'après-guerre, le texte montre que cette narration, inopérante, a cruellement besoin d'un autre soutien narratif, celui d'un récit d'émancipation collective fondé sur une foi théologique dans la modernisation. Je vous remercie.